Bitcoin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais probablement vous ne savez pas exactement de quoi il en retourne. Alors qu'est-ce que le Bitcoin? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble ce soir. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question, vous qui êtes là. Et je vais vous demander de répondre franchement. J'aimerais savoir qui parmi vous pense que le Bitcoin est une escroquerie intellectuelle, une sorte de tulipe 2.0. Très bien. Qui n'a pas vraiment d'opinion sur le sujet? Et enfin, qui pense au contraire que le Bitcoin est précurseur d'une révolution technologique très importante? Ok, très bien. Alors, quand on pense à Bitcoin, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est monnaie. Effectivement, le Bitcoin est une monnaie 100% digitale. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une technologie qui existe dans le tissu Internet et qui existe sans serveur central et qui permet à toute personne d'échanger des valeurs dans le monde entier de façon efficace, rapide et à coût très réduit. Mais pour mieux comprendre comment Bitcoin fonctionne, intéressons-nous d'abord aux monnaies que nous connaissons, les monnaies traditionnelles, comme l'euro par exemple. Pour exister, pour fonctionner, l'euro ou le dollar ou toute monnaie traditionnelle se base sur deux entités importantes, indispensables. Une banque centrale qui va établir la politique monétaire et un État qui, par sa légitimité historique et culturelle et aussi son arsenal juridique, va créer la confiance dans cette monnaie, notamment en l'incluant dans la loi, en faisant la monnaie unique et obligatoire. Alors, une des premières conséquences, c'est de rajouter des influences géopolitiques à cette monnaie. Et donc, toutes les monnaies que nous connaissons sont à plus ou moins grande échelle des monnaies locales. Le Bitcoin, lui, n'a ni banque centrale, ni entité juridique. Il est tout seul, il se suffit à lui-même en quelque sorte. Pour autant, il faut de la confiance, il faut des règles. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Bitcoin se base sur une science fiable et exacte, les mathématiques, la cryptographie. Tous les éléments sur lesquels repose Bitcoin sont des éléments mathématiques. La politique monétaire, par exemple, une équation mathématique. Cette courbe que vous voyez, et qui ressemble étrangement à la courbe d'extraction d'une ressource rare, abondante au début et de plus en plus difficile à extraire au fur et à mesure du temps, indique qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en existence. 21 millions. C'est un chiffre qui est arbitraire, mais qui ne pourra jamais changer, qui est inscrit dans l'ADN de Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'il ne pourra jamais changer? Parce qu'on ne peut pas hacker les mathématiques, on ne peut pas pirater les mathématiques. Vires in numeris, la force dans les nombres. Les mathématiques sont incorruptibles, ce qui fait que Bitcoin lui-même est incorruptible. Vous aurez beau pointer une arme sur une équation mathématique, 2 et 2 feront toujours 4. Pour fonctionner en tant que système de paiement, Bitcoin repose sur Internet. Il est constitué de dizaines de milliers de serveurs qui font tourner le logiciel Bitcoin que n'importe qui peut installer. C'est un logiciel libre et ouvert. Et ces serveurs se connectent les uns aux autres directement en pair à pair, sans aucun serveur central. Le réseau se reconfigure en permanence. Ainsi, si vous vouliez arrêter Bitcoin ou l'interdire, la seule solution serait d'éteindre Internet, à tout jamais. Le rôle de ces serveurs, c'est de distribuer, synchroniser et maintenir une base de données, un grand livre comptable qui contient l'intégralité de toutes les transactions depuis la création du réseau. Et à chaque fois qu'une nouvelle transaction est mise sur le réseau, on en a à peu près 100 000 par jour actuellement, le réseau, ces serveurs, se synchronisent par un système assez complexe d'élection et mettent à jour cette base de données. Et encore une fois, sur des principes mathématiques, assurent que la base de données
qui est présente, qui est synchronisée partout, correspondent à la vérité de toutes les transactions. Et cette base de données ne peut pas être modifiée. Il y a des preuves mathématiques qui démontrent que ce que vous voyez correspond aux bonnes transactions. Il n'est pas possible de les modifier. Et encore une fois, c'est ce qui fait la confiance de Bitcoin. La confiance de Bitcoin est basée sur les mathématiques, sur des principes mathématiques. Si on veut regarder un peu à quoi ressemble cette base de données, ce grand livre comptable, on pourrait en faire une vision un petit peu naïve sous la forme d'un tableau qui montre en fait qui possède quoi, combien. Combien, en fait, c'est un chiffre, un nombre en Bitcoin dont on voit qu'il est divisible, et qui, eh bien, cette espèce de nombre, un compte numéroté, un peu votre RIB, un peu l'adresse que vous allez donner à quelqu'un si vous voulez qu'il vous paye. On a là un système qui est à la fois complètement transparent, l'intégralité des transactions du réseau sont visibles par tout le monde, les soldes sont visibles par tout le monde, et qui en même temps est pseudo-anonyme, puisque les comptes que vous voyez là eh bien, ne sont pas rattachés à des identités. L'état civil n'existe pas dans Bitcoin, il n'a juste aucun sens. À ces adresses publiques, ce RIB, sont attachés des mots de passe qui sont tellement compliqués et longs et impossibles à retenir qu'en général, on les a sous la forme d'un fichier informatique ou alors imprimés sur un morceau de papier. On appelle ça des clés privées. Et ça fonctionne exactement comme un bon au porteur. Celui qui possède la clé privée a la possibilité de signer une transaction et dépenser les bitcoins attachés à l'adresse. Quand on possède une clé privée, on possède les bitcoins. Et la possession dans Bitcoin est très très importante. Regardez par exemple cette carte à puce. Cette carte à puce, elle contient mes clés privées qui me permettent d'accéder à mes bitcoins n'importe quand je le veux. Et non seulement je suis le seul au monde à pouvoir accéder à ces bitcoins, puisque je suis le seul à connaître la clé privée, mais personne ne peut m'empêcher d'accéder à ces bitcoins, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Je les possède vraiment. Voici maintenant une autre carte à puce, que vous connaissez probablement mieux. Elle aussi me donne accès à la possibilité de dépenser. Mais il y a une grande différence, c'est que je peux accéder à mon compte, à mes euros, avec la bienveillance de Visa, de ma banque, de la Banque de France, de l'État français, de Bruxelles et finalement de la Banque centrale européenne. Ce n'est pas de l'argent que je possède. À n'importe quel moment, quelqu'un peut me couper l'accès à cet argent. C'est la différence entre de l'argent dette et de l'argent valeur. Et si vous pensez que cette différence est juste un petit peu lointaine ou triviale, bien demandez à nos amis chypriotes ce qu'ils en pensent. Alors, maintenant qu'on sait un petit peu plus comment Bitcoin fonctionne, interrogeons-nous sur la notion de monnaie. Pour fonctionner correctement, une monnaie doit obéir à un certain nombre de caractéristiques. On va s'intéresser plus particulièrement à 3, et on va comparer l'or, le dollar et le Bitcoin. Pour fonctionner, une monnaie doit être reconnue, acceptée. L'or a traversé les âges et probablement, où que vous alliez, avec l'or, vous pourrez acheter quelque chose. Le dollar aussi, bien entendu, c'est une monnaie globale, mondiale, mais qui est quand même attachée à un certain nombre d'attaches géopolitiques qui font que peut-être dans certains pays, ce sera plus compliqué. Le Bitcoin, lui, même si aujourd'hui, il est utilisé par des grandes entreprises comme Microsoft ou Expedia, qui a 100 000 marchands dans le monde qui l'utilisent, il est assez peu probable que vous arriviez à trouver un marchand qui l'accepte dans la rue ou ailleurs. Mais ça ne peut que progresser. Portable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de dépenser en fait, son argent sur Internet pour pouvoir acheter quelque chose dans le monde entier. L'or, bon, c'est difficile d'acheter, de commander sur Amazon avec un lingot, donc on va dire que ça ne marche pas. Le dollar, il y a des cartes de crédit, il y a PayPal, vous pouvez l'utiliser partout, ça fonctionne bien. Le Bitcoin, lui, c'est la monnaie de l'Internet. Tout le monde peut l'utiliser à partir du moment où le marchand décide de l'accepter, on peut transférer les valeurs comme ça, immédiatement. Une monnaie aussi, pour fonctionner, doit être rare. L'or, lui, il a une masse totale qui est limitée. Il est rare, on sait qu'on ne pourra pas doubler la masse totale de l'or du jour au lendemain. Le Bitcoin, lui, comme on l'a vu sur la courbe, il a été créé pour être rare. C'est un peu la définition de la rareté, il a été fait pour ça. Est-ce que le dollar
est rare. On peut se poser la question. Alors, pour voir ça, on va regarder la courbe d'émission du dollar depuis 1918 à 2007. Donc, on voit qu'on passe de quelques milliards à 800 milliards. Donc, on sait que le coût de la vie augmente, qu'il y a une inflation. Mais laissez-moi vous poser une question à nouveau. À votre avis, sur quoi le dollar est-il indexé? Est-ce que c'est sur l'argent, le platine ou alors l'or? Alors, qui pense que c'est sur l'argent, par exemple? Qui pense que c'est sur le platine? Et enfin, qui pense que c'est sur l'or? Alors évidemment, c'était une question piège. Depuis 1971, l'étalon or n'existe plus et le dollar repose et indexé sur rien du tout. Alors on voit effectivement qu'il y a une petite augmentation à partir de ce moment-là, mais tout a l'air d'être sous contrôle, n'est-ce pas? Sauf que ma courbe, elle s'arrête en 2007. Alors on va regarder ce qui se passe en 2008, 2012, 2015. Sur les 7 dernières années, la masse totale du dollar a été multipliée par 5. Cela revient à imprimer 15 000 dollars par seconde. Donc pour répondre à la question, on peut dire que le dollar, non, n'est pas une ressource rare, puisqu'on peut en imprimer, visiblement, à l'infini. Alors la question qui vient après, c'est pourquoi? Pourquoi une monnaie qui existe en dehors des États? Est-ce que c'est juste pour répondre à un rêve libertarien? Ou est-ce qu'il y a une autre raison un petit peu plus profonde derrière tout ça? Il est certain que pour nous, Européens, qui avons accès à la banque, à tout ce qu'il faut, le Bitcoin ne va pas vraiment changer notre quotidien ou résoudre des problèmes que nous avons. Mais nous ne sommes pas seuls sur Terre. Dans le monde, 2 personnes sur 3 en âge de travailler n'ont pas accès à la banque ou à des moyens de paiement fiables. 2 personnes sur 3 ne peuvent pas participer à l'économie mondialisée dont on parle tant. Le Bitcoin, puisqu'il existe sans frontières, puisque tout le monde peut y accéder simplement en ayant un accès à Internet et un téléphone. Facebook, Google sont en train de couvrir la Terre. Firefox présente maintenant des téléphones qui ne coûtent pas cher. N'importe qui, bientôt, pourra participer à l'économie globale. Mais ce n'est pas tout. Bitcoin, en plus d'être une monnaie, est une technologie et propose de faire de l'argent programmable. On peut attacher à Bitcoin un certain nombre de propriétés, des programmes informatiques qui permettent de créer de nouvelles applications. Et la technologie qui est en dessous de Bitcoin permettra même, à terme, de remplacer des métiers comme celui de banquier, notaire, ou pourquoi pas avocat, et même repenser la manière dont les entreprises ou les gouvernements sont créés, existent et fonctionnent. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Bitcoin, c'est un petit peu comme Internet en 1995. C'est une technologie qui n'est pas très comprise, qui est très complexe et dont on se pose vraiment la question de son utilité. Si vous avez un peu plus d'un certain âge, rappelez-vous, il y a 20 ans, est-ce que vous pensiez vraiment qu'Internet allait changer, révolutionner votre vie? Vous qui maintenant ne pouvez probablement plus envisager de communiquer ou de travailler sur votre iPhone. Bitcoin, c'est pareil, on en est au même niveau. Sauf que c'est quand même une industrie qui se développe de plus en plus. Des centaines de millions de dollars sont investis dans ces infrastructures, dans ces startups. Des milliers de développeurs, entrepreneurs, ingénieurs s'intéressent à Bitcoin. Il y en a même qui quittent des entreprises prestigieuses comme Google ou Facebook pour s'impliquer dans Bitcoin, pour poser dès aujourd'hui les graines d'un changement économique et social radical de demain. Merci.